Tout de suite, classe télévisée. Le réflexe main propre contre les maladies des mains sales. Lavez-vous les mains régulièrement avec la gamme Monganga. Ok, très chers élèves, chers parents, chers collègues, bon après-midi chez vous. Je sais que vous êtes déjà nombreux et bien placés et bien disposés à suivre notre programme de ce magazine, classe télévisée, du cours de latin. Ceux que nous sommes déjà là au rendez-vous, comme ça se fait chaque vendredi de la semaine, nous avons ce grand programme où cette classe télévisée du cours de latin. Et nous sommes déjà là au rendez-vous pour cette semaine. Mais avant de nous mettre dans les bains de la matière, je sais qu'il y a quelques règles que nous devons nous rappeler. Comme le chef de l'État l'a toujours dit, l'heure est grave. Donc, nous sommes en train de traverser un moment un peu compliqué, un moment difficile, où le monde entier est compliqué par la COVID-19. C'est ainsi qu'avant de commencer, nous allons vous rappeler les règles ou les mesures barrières que nous devons suivre, observer chaque jour pour ne pas nous contaminer ou contaminer nos proches de la COVID-19. Donc, les règles sont les suivantes, ou les mesures barrières sont les suivantes. Nous devons d'abord observer la distanciation physique. Là où vous êtes assis, contrôlez-vous si vous êtes assis à une distance d'environ 1 mètre. Voilà. Nous devons observer la distanciation physique. Donc, nous devons être espacés d'au moins 1 mètre de distance. En plus de ça, chaque fois que nous touchons autre chose, nous devons être prêts à laver nos mains avec le savon pour éviter la contamination de la COVID-19. Sans oublier aussi que nous devons appliquer le gel hydroalcoolique pour désinfecter nos mains. À défaut, si nous voulons sortir, si nous avons un programme de faire une sortie, nous devons être prêts à porter notre masque ou cache-nez afin de nous protéger et protéger les autres. Si vous n'avez pas à faire, il est bien préférable de rester à la maison. Voilà les règles que nous devons nous rappeler avant de commencer les cours. Voilà, nous avons au tableau notre cours du latin. Le thème du jour, c'est la République romaine. La République romaine. Et les sous-thèmes dont nous allons parler aujourd'hui restent les organes du gouvernement. Je sais que cela a été un débat dans notre groupe de classe télévisée du cours de latin avec nos différents élèves de partout au Congo. On se demande sur ce qu'on appelle organes du gouvernement. Mais avant d'y arriver, il faut qu'on commence par notre exemple d'ici au Congo. Qu'est-ce qu'on peut appeler les institutions de la République, les institutions politiques? Ici au Congo, nous en avons 4 institutions, parmi lesquelles nous allons citer le président de la République, le gouvernement, le Parlement et les cours et tribunaux. Voilà les institutions politiques. Donc ce sont ces institutions-là que nous allons étudier aujourd'hui ou que nous étudions quant à ce qui concerne la ville de Rome à l'époque républicaine. Voilà ce qu'on appelle les organes du gouvernement. Ce sont les organes politiques qui ont pu diriger la République romaine. Voilà ce sur quoi nous allons parler aujourd'hui. Alors, la constitution de la République romaine
reposer sur l'équilibre des trois organes politiques qui se contrôlaient mutuellement. Il y a eu combien d'organes au total? 3 organes politiques. Et ces derniers ou ces organes, voulais-je dire, se contrôlaient mutuellement. La Constitution de la République. De la République romaine reposait sur l'équilibre des 3 organes. L'équilibre des 3 organes politiques qui se contrôlaient mutuellement. Voilà. Les 3 organes politiques se contrôlaient mutuellement. Alors, quels sont ces organes politiques? Il s'agit de... Je vais mettre 2 points. Le premier organe politique de la République romaine était les magistrats. Les magistrats, au pluriel. Les magistrats qui constituaient un pouvoir ou qui constituaient le pouvoir monarchique. Je vais mettre pouvoir monarchique. Les magistrats constituaient un pouvoir monarchique, c'est-à-dire un gouvernement d'un seul homme. Gouvernement d'un seul homme. C'est-à-dire, ici, c'est une seule personne qui agit. Et c'est une seule personne qui dirige. Et c'est une seule personne qui prend les mesures. C'est pour cela qu'on parle du pouvoir monarchique ou le pouvoir d'un seul homme. C'est-à-dire quoi? Les magistrats. Donc, dans la magistrature, au singulier, qui englobe tous les magistrats, chaque magistrat devait agir en chef. À quelque degré qu'il soit, il doit agir en chef. C'est pour cela qu'on dit que ça constitue le pouvoir d'un seul homme ou le pouvoir monarchique. Le deuxième organe du gouvernement, c'est le Sénat. Attention à ne pas confondre avec notre Sénat d'ici. Le Sénat était le pouvoir aristocratique. Pouvoir aristocratique. Le pouvoir aristocratique constitue un gouvernement des nobles. Un gouvernement des nobles. Voilà, ici ce sont les nobles qui règnent, ce sont les nobles qui dirigent. Donc par noble, on entend les riches, les gens qui ont des moyens. C'est ce qui constituait le Sénat. Donc pour être un sénateur, vous sentez qu'il faut d'abord être noble. Vous n'êtes pas noble, vous n'avez pas l'accès au Sénat. Là, on va y arriver après. Le troisième organe du gouvernement, c'est juste l'Assemblée. L'Assemblée du peuple. Voilà. L'Assemblée du peuple qui constituait un pouvoir démocratique. Pouvoir démocratique. Pouvoir démocratique qui constitue un gouvernement des comices. Gouvernement des comices. Les comices, là, c'est ce qu'on appelle le peuple. Voilà.
Voilà les 3 organes du gouvernement. Si on vous demande quelles sont les institutions politiques de la République romaine, la réponse doit être simple. Il s'agit des magistrats ou pouvoir monarchique. Là, c'est un seul homme qui prend les décisions. Il s'agit aussi du Sénat, qui est pouvoir aristocratique, c'est-à-dire constitué de nobles ou de riches. Et enfin, nous avons l'Assemblée du peuple, qui est pouvoir démocratique. Là, c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui prend les décisions. Voilà. Comment est-ce que les choses s'est passées? Les comices ou assemblées du peuple devaient élire chaque année les magistrats. Les comices ou assemblées du peuple élisent chaque année les magistrats. Là, je sais que la réponse est déjà donnée quand tu as la durée des mandats des magistrats à Rome. Vous êtes président de la République, vous avez un mandat de combien d'années? Pas 5 années, 5 ans renouvelables une fois. Mais au contraire, à Rome, le mandat doit être d'1 année seulement. 1 an au maximum. Donc, chaque année, on doit aller au vote. Chaque année, on doit élire les magistrats. Donc, les comices ou assemblée du peuple. Assemblée du peuple élise chaque année les magistrats. Donc chaque année, on doit aller aux urnes pour voter ou pour élire les dirigeants ou élire les magistrats. Alors, qui doivent diriger l'État? L'État romain, sous la République romaine, était dirigé par 2 consuls. L'État romain était dirigé par 2 consuls. Je mets ici 2 consuls dirigent ou gouvernent l'État. Il gouverne l'État ou il dirige l'État. Donc, à la place d'un seul président, à Rome, il y avait 2 présidents qui sont des collègues. Il n'y a pas du premier et du deuxième. Non, pas question d'un titulaire et d'un vice. Tous 2 sont égaux. Ils jouissent des mêmes droits et des mêmes devoirs et ils sont vêtus aussi des mêmes pouvoirs. Donc, il n'y a pas un supérieur et un inférieur. Tous les 2 sont présidents. Ils doivent diriger l'État. Voilà. Ces 2 conciles sont assistés. Sont assistés des autres magistrats. Des autres magistrats. Et ces autres magistrats sont sous tutelle du Sénat. Sous tutelle. Sont sous tutelle du Sénat. Du Sénat nommé à vie. Voilà. Les autres magistrats qui doivent assister les consuls ou les présidents doivent être sous tutelle du Sénat. Le Sénat qui doit les contrôler. Et le Sénat, quant à lui, il est nommé à vie. Donc, sans mandat, pour dire que après une année, on doit voter les sénateurs. Après 5 ans, on doit voter les sénateurs. Non. Chez eux, quand vous êtes sénateur, vous voulez rester jusqu'au moment où vous allez mourir. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra vous remplacer. Donc, le Sénat reste permanent. Il est à vie et il doit contrôler les autres magistrats. Alors, l'État romain connaît 2 sortes de lois. À Rome, on vivait combien de sortes de lois? 2 sortes de lois. L'État romain, est-ce que je mets?
Ça c'est accent. L'État romain connaît deux sortes de lois. Connaît deux sortes de lois. Lesquelles ces deux sortes de lois? La première sorte, c'est la lex rogata. J'écris en majuscule. Lex rogata. Lex rogata, c'est quelle loi? C'est la loi votée par le peuple. La loi votée par le peuple. Vous allez vous demander, mais est-ce que le peuple va se réunir pour discuter et voter la loi? Vous-même, vous connaissez, la réponse est simple. Tout se passe ici au Congo. Vous avez vu dernièrement qu'il y a eu une proposition de loi qui a été proposée au Parlement par certains de nos députés. Donc, ce genre de loi-là, on les appelle lex rogata parce que un député est représentant du peuple. Il représente le peuple. Alors, quand il vote quelque chose, il le fait au nom du peuple. Voilà pourquoi on parle de la loi votée par le peuple. Là, ce genre de loi-là, on les appelle lex rogata parce que les députés qui votent les lois doivent les faire au nom du peuple. D'où on parle de la loi votée par le peuple ou la lex rogata. Deuxième sorte, c'est la lex data. La lex data, c'est quoi? C'est le décret. Le décret d'un magistrat. Voilà. Là, il faut comprendre qu'il s'agit de haut magistrat ou magistrat supérieur. Là, je parle du président de la République. C'est lui qui doit signer une ordonnance. C'est lui qui doit signer un décret-loi. Alors, ce genre de loi, on les appelle à Rome lex data. Donc, la loi qui est signée, ou bien un décret présidentiel. Une ordonnance présidentielle. Ça fait partie de la lex data. Donc, voilà les deux sortes de lois que nous devons retenir de la République romaine. Nous avons deux lois, la lex rogata votée par le peuple et la lex data votée par un magistrat supérieur. Voilà, c'est là nous allons parler du tout premier organe du gouvernement. Il s'agit bien des magistrats. Les magistrats. Attention, ne comparez jamais les magistrats avec ceux d'ici qui font partie de cours et tribunaux. Ce n'est pas ça ce qu'on appelle les magistrats à Rome. Nous allons détailler petit à petit pour que vous puissiez établir la différence entre nos magistrats d'ici et ceux que les Romains appelaient les magistrats chez eux. Le point 1, c'est l'histoire. L'histoire de la magistrature républicaine. L'histoire de la magistrature républicaine. Ici, vous devez attirer votre attention, chers élèves, chers collègues, vous tous qui nous suivez depuis la maison. Quand nous parlons de la République, sachez qu'on vient juste de la royauté. Donc, les Romains ont commencé par vivre dans la royauté. Ils étaient dirigés par les rois. Et à un moment donné, ils ont changé de régime pour adopter le régime républicain. Et ils ne sont pas arrêtés ou ne se sont pas arrêtés là. C'est vers 27 avant notre ère qu'ils ont encore changé de régime pour passer à l'Empire romain. Mais ici, nous parlons de quoi? De l'histoire de la magistrature républicaine. Et de là, il faut bien noter que pendant la royauté, l'État était dirigé par un roi. Donc, à la tête de l'État ou comme chef de l'État, il devait avoir un roi. Et maintenant, nous sommes dans la République. Donc, dans le régime républicain, le pays ou l'État doit être dirigé par un président. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez les Romains
à l'institution de la République romaine. C'est là que nous parlons de l'histoire de la magistrature républicaine. Ici, il faut savoir qu'il y a eu 2 magistrats, comme je l'ai déjà dit si haut. 2 magistrats qui s'appelaient praetores. Praetores. 2 magistrats, praetores ou prêteurs, nommés par le peuple, ratifiés par le Sénat. 2 magistrats praetores, nommés par le peuple et ratifiés par le Sénat, gouverne l'État en remplacement du roi. En remplacement du roi. Donc, à la place d'un roi à l'époque royale, il y a eu 2 magistrats qu'on appelait au début les praetores ou les prêteurs. Ce sont eux. Et ces 2 magistrats étaient nommés par le peuple romain, ratifiés par le Sénat. Et ce sont ces 2 magistrats-là qui ont remplacé le roi pour commencer à diriger sous la République romaine. Au milieu du 5e siècle, ils prennent les noms des consuls. Au milieu du 5e siècle, ils prennent les noms de consuls. Voilà. Les noms de consuls, entre parenthèses, je mettrai consules. Consules en latin. En français, ce sont les consuls. Ces gens, comme ils sont à 2, en leur absence à Rome, ils devaient choisir un praefectus urbi. En français, c'est un préfet de la ville. Ils devaient choisir un préfet de la ville. On l'appelle praefectus urbi, qui doit assumer l'intérim jusqu'au retour de l'un des consuls. Si tous 2 ne sont pas à Rome, la ville sera dirigée par un préfet de la ville que eux-mêmes vont choisir. Ils choisissent en leur absence. Un praefectus urbi. Ils choisissent en leur absence un praefectus urbi. Comme je l'ai dit, préfet de ville ou préfet de la ville. Préfet de la ville dont le mandat expire. Le mandat expire au retour de l'un des consuls. Voilà. Même actuellement, ça se fait dans nos pays. Si le président n'est pas sur place, il peut se déplacer, il peut faire un voyage. Mais pendant son absence, il doit léguer son pouvoir à quelqu'un qui doit assumer son intérim. Si c'est le Premier ministre, si c'est son conseil, ainsi de suite, ça dépend de l'organisation de chaque pays ou l'organisation du président lui-même. Nous sommes en l'an 493. Ça, c'est déjà expliqué. 493, le 493, avant notre
ère, c'est-à-dire ante Christum natum. Qu'est-ce qui s'est passé en cette année? Il y a eu la création d'une nouvelle magistrature, ce qu'on appelle les tribunats de la plèbe. C'est l'origine même de ce que nous appelons chez nous la députation nationale, les élus du peuple. Donc, en 493, il y a eu la création du tribunat de la plèbe, qui n'était là que pour défendre les intérêts du peuple, les intérêts de la plèbe contre l'oppression patricienne. C'est la création du tribunat de la plèbe. Tribunal de la plèbe pour défendre. Le tribunal de la plèbe a été créé pour défendre les intérêts du peuple ou de la plèbe face à l'oppression patricienne. Voilà. J'ai dit que c'est là l'origine de nos députés. Même actuellement, nous avons l'habitude de voter nos représentants. Ce sont les élus du peuple, ils sont là pour défendre nos intérêts. Donc cela a commencé à Rome depuis l'an 493 avant notre ère. Ils ont créé une nouvelle magistrature. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que, parce que le peuple a vu qu'il était vraiment malmené, maltraité par les nobles dont je parlais quelque part. Eux n'ont pas souci du peuple, le petit peuple là. Même vous connaissez. Donc ces gens-là n'aiment pas le petit peuple. C'est ainsi que, ayant vu cette souffrance, les Romains, ou bien le peuple, le petit peuple là, qui était maltraité, a pris certaines décisions qui ont abouti à quoi? À la création de cette magistrature. Donc il y ait un magistrat qui doit défendre le petit peuple contre ces gens-là, qui aiment faire souffrir le peuple. C'est ça l'origine de la députation, ce qu'on a appelé les tribunaux de la plèbe depuis l'an 493 avant notre ère. Et ces tribuns de la plèbe ne devaient pas travailler seuls. Ils étaient aussi assistés de deux édiles plébéiens. Les deux édiles plébéiens, eux, étaient gardiens du temple de la déesse Cérès. La déesse Cérès, c'était une divinité de la plèbe. Pourquoi divinité de la plèbe? Parce que elle était la divinité de fécondité pour les gens qui travaillaient, les gens qui faisaient les champs. Donc, pour bien récolter, pour avoir de bons rendements champêtres, de bonnes récoltes, il fallait toutefois prier la déesse Cérès. Donc, cette divinité-là était appelée divinité de la plèbe, la divinité du petit peuple qui s'adonnait à l'agriculture. C'est pour cela qu'ils devaient être, donc, les édiles plébéiens devaient être les gardiens de ce temple-là, parce que ce fut un temple qui n'était utilisé que par le peuple ou la petite classe des citoyens pauvres. C'est pour cela que ce temple était très populaire et on l'appelle le temple plébéien. Je répète bien, les tribuns de la plèbe, les tribuns de la plèbe étaient assistés des deux édiles plébéiens, gardiens du temple des Cérès. Voilà. Est-ce que je mets? Voilà.
Ils étaient les gardiens du temple de Cérès. Voilà ce que nous devrions parler sur l'histoire de la magistrature républicaine. Au numéro 2, nous allons parler sur les caractères généraux. Caractères généraux des magistratures ou des magistrats. Caractères généraux des magistrats ou des magistratures au singulier. Voilà. Caractères généraux de la magistrature. Voilà. Caractères généraux de la magistrature. Et ici, les petits points A parlent du pouvoir. Le pouvoir des magistrats. Voilà. À Rome, et plus précisément à l'époque républicaine, les magistrats constituaient le pouvoir exécutif. Les magistrats à Rome constituaient le pouvoir exécutif. C'est là qu'il faut mettre un accent, parce qu'ici, chez nous, les magistrats ne font pas partie de l'exécutif, ils font partie du pouvoir judiciaire. Donc là, il faut attirer votre attention. À Rome, les magistrats constituent ou représentent les pouvoirs exécutifs, les magistratures. Je mets ça au pluriel parce qu'il y a beaucoup de magistrats. La magistrature représente le pouvoir exécutif. Voilà. Ces gens aussi sont vêtus du pouvoir, ou des pouvoirs au pluriel, à la fois politique et religieux. Ils sont vêtus des pouvoirs à la fois politique et religieux. Voilà. Ces gens ou ces magistrats, voulais-je dire, sont vêtus de pouvoir politique. Donc, eux-mêmes font partie de l'exécutif. En même temps, ils jouissent aussi des pouvoirs religieux. Donc, dans la religion. Nous allons y arriver petit à petit pour vous faire comprendre comment ou bien de quelle façon est-ce que les magistrats devaient s'impliquer dans la religion. Tous les magistrats jouissent de la potestas. Tous les magistrats jouissent de la potestas. La potestas, c'est quoi? C'est le pouvoir administratif. Pouvoir administratif. Tous les magistrats sans exception. Tous les magistrats, je mets l'accent, tous les magistrats sans exception jouissent du pouvoir administratif. Donc c'est ce que nous appelons là la potestas. Donc qui dit potestas dit pouvoir administratif. Seuls les magistrats supérieurs, là je vois le président de la République, jouissent de l'impérium. Seuls les magistrats supérieurs,
les magistrats supérieurs. Les magistrats supérieurs jouissent de l'imperium. Et vous appelez l'imperium. Ils jouissent de l'imperium. Qu'est-ce que les Romains appelaient imperium? Voilà, les Romains appelaient imperium les droits de vie et de mort. Droits de vie et de mort. L'imperium est les droits de vie et les droits de mort. Donc, sachez que quand vous êtes citoyen romain, votre vie et votre mort est entre les mains de qui? Du magistrat supérieur. Ce qu'on appelle le droit de vie et de mort, ça s'appelle imperium. Chaque fois, on parlera de magistrats comme imperio. Donc, il s'agit des consuls et des fois des praetores ou les prêteurs. On va revenir à ça petit à petit. Tous les magistrats, sans exception, ont les droits d'hospice. Tous les magistrats ont les droits d'hospice. Ils ont les droits d'hospice. Tous les magistrats, sans distinction, ils jouissent du droit d'hospice. C'est pour cela que je vous ai dit qu'ils ont à la fois les droits politiques et religieux. Ils jouissent des pouvoirs plutôt politiques et religieux. Voilà, ils jouissent tous de ce qu'on appelle les droits d'hospice. Certains ont les ius. Je mets ici, point. Certains ont ce qu'on appelle ius auspiciorum. Ius auspiciorum. Ius auspiciorum maiorum. Ius auspiciorum maiorum. Voilà. Ius auspiciorum maiorum, ce qui veut dire les droits d'hospice majeurs, qui leur permet de prendre les hospices en tout lieu. Qui leur permet de prendre les hospices en tout lieu. Ça s'appelle les droits d'hospice majeurs, ius auspiciorum maiorum. Et les autres jouissent du ius auspiciorum minorum. Les ius auspiciorum minorum. Certains jouissent du ius auspiciorum minorum. Cela veut dire que ils doivent prendre les hospices seulement à Rome. Voilà. Non, même on peut mettre ils sont vêtus ou revêtus. Même vêtus, ça va. Ils sont vêtus des pouvoirs à la fois politiques et religieux. C'est la même chose. Voilà, je disais, ils sont... Donc, parmi ces magistrats, il y a ceux qui ont les ius auspiciorum maiorum, droit d'hospice majeur. Là, ils doivent prendre les hospices seulement, donc partout, même en Italie. Mais ceux qui ont les ius auspiciorum minorum doivent prendre les hospices uniquement en Rome. Là, je mets valable seulement à Rome. Voilà. Les droits d'hospice, c'est quoi?
Je crois avoir parlé autrefois d'un service religieux qu'on appelait les augures. Les augures font partie des prêtres qui ont existé à Rome. Leur travail était quoi? D'observer les vols d'oiseaux. Et je vous ai toujours dit que les oiseaux tels que nous avons connus ont toujours été porteurs de messages. Vous pouvez être là assis, voir un oiseau qui passe. Mais seulement le passage de cet oiseau-là vous amène ou bien vous apporte un message quelconque. Et si vous êtes censé connaître ça, cet oiseau-là peut vous informer de quelque chose qui s'est passé quelque part là. J'ai donné l'exemple quand je parlais de la guerre entre les Romains et les Gaulois. Les Gaulois ont voulu surprendre les Romains. Bien armés, ils sont venus, manu militaris, et voulant surprendre les Romains. Les Romains ont été avertis par les oies. Les Romains ont été avertis par les oies. Juste les vols d'oiseaux là. Les augures ont vu tout simplement que les oiseaux qui s'envolent comme ça, il y a un problème qui se passe derrière. Voilà. Si je rends, c'est revêtu. Voilà. Les Romains ont été informés par les oiseaux qu'il y a les ennemis qui viennent de l'autre côté. Et ils sont allés directement, donc le service là de vol d'oiseaux, les augures, a informé les services de sécurité et directement on a pris des dispositions. Et ceux qui voulaient surprendre les Romains ont été surpris par les Romains grâce à quoi? Au vol d'oiseaux. Donc, ce service-là, avant d'atteindre la présidence ou les services de l'État, ça doit passer par les magistrats. Donc, les magistrats doivent se rapprocher auprès des augures pour prendre les informations. Les informations, c'est sous forme de quoi? Je parle de prophéties ou bien des choses à venir. Voilà ce qu'on appelle les auspices. Ils doivent venir et s'informer. Qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce que les dieux vous ont dit? Donc, le Dieu parlait aux Romains à travers les vols d'oiseaux, à travers les poulets sacrés. Donc, il y avait des services comme ça. Alors, même avant d'aller à la guerre, ils doivent consulter les vols d'oiseaux. Qu'est-ce que les dieux ont dit? Si les vols d'oiseaux sont défavorables, là, il ne faut pas y aller. Vous avez vu vous-même la guerre de 217. Nous sommes au lac Transilène. Le président de la République a pris l'arme pour aller combattre pendant que les auspices étaient défavorables. Il est allé succomber et on l'a tué sur place au lac Transilène. Là, c'est contre Hannibal. Donc, c'était un service qui était vraiment, qu'on devrait prendre avec toute rigueur. Voilà, j'ai dit, les magistrats jouissaient des droits d'hospice. C'est pour cela que je parlais qu'ils ont des charges parfois religieuses. Ils jouissaient des droits d'hospice et parmi lesquels il y a les magistrats qui jouissaient des droits d'hospice majeurs et ceux qui jouissaient des droits d'hospice mineurs. Donc ceux qui prennent partout et ceux qui doivent prendre seulement à Rome très précisément. Et nous verrons précisément prochainement qu'est-ce qui distinguait les magistrats qui jouissaient du droit d'hospice majeur et ceux qui jouissaient du droit d'hospice mineur. Même par leur habillement, on devait les distinguer. Voilà ce que nous allons voir très prochainement. Mais aujourd'hui, nous nous arrêtons d'abord sur le pouvoir de magistrat. Et la suite, voulais-je dire, on va le faire très prochainement. Alors, nous ne pouvons pas nous quitter sans toutefois nous laisser un petit devoir qui va nous aider à continuer à la prochaine. Quels sont les devoirs? Bien, quel est le devoir, je voulais dire? Vous allez citer, ou citer à l'impératif, les magistratures. Les magistratures du cursus honorum. Voilà. Deuxième petite question. Quels sont les magistrats qui ne font pas partie du cursus honorum? Voilà. Et la troisième et dernière,
Quelles sont les magistratures d'exception? Magistrature d'exception. Voilà. Voilà le petit devoir. Et pour nous répondre, connaissez bien notre numéro comme d'habitude. Vous allez prendre, c'est le numéro, c'est le plus 243. Le numéro c'est 85 47 33 333. Ou autrement, vous pouvez prendre le 82 006 42 49. Nous allons attendre vos réponses et vos réactions sur nos deux numéros WhatsApp. Ils vont nous amener vos réponses. Voilà, aimons ce devoir. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre leçon du jour, mais avant de partir, un petit rappel sur les règles ou les mesures barrières à prendre. N'oubliez pas que nous sommes au moment de la pandémie. Nous devons chaque fois nous protéger ou prendre ou utiliser les mesures barrières comme prévues par nos autorités, tant politico qu'administratives. Nous avons la distanciation physique que nous devons respecter. Chaque fois, utiliser ou bien appliquer le gel hydroalcoolique pour désinfecter nos mains ou à défaut laver nos mains au savon pour éviter la contamination. Et moi, si vous voulez sortir, n'oubliez pas le devoir, c'est de porter votre masque pour vous protéger du monde externe. Je suis jusqu'à la fin et je vous remercie. Le réflexe main propre contre les maladies des mains sales. Lavez-vous les mains régulièrement avec la gamme Monganga.